Bussy en note, Mont-Saint-Sulpice, Joux-la-Ville. Lyon est encore loin d'avoir livré tous ses secrets. En 2018, des chasseurs découvrent un crâne. Il est identifié 5 ans plus tard. Il appartient à Marie-Jeanne Ambroisine Coussin, une fragile mère de famille volatilisée dans les années 70. S'agit-il de la 9e victime d'Émile Louis ? Depuis 1984, 4 autres cadavres de femmes ont été découverts dans les forêts de Lyon. 3 d'entre elles n'ont pas encore été identifiées. La justice auxerroise en est toujours au point mort, alors que plane sur la région l'ombre d'un autre redoutable tueur en série, Michel Fourniret. Vous écoutez La conspiration du silence, épisode 8. Les oubliés. À la question « Est-ce que les disparus de Lyon seraient encore possibles aujourd'hui ?» je réponds oui, malheureusement. Quand la justice dysfonctionne, quand les enquêtes dysfonctionnent, quand les enquêteurs sont trop loin et ne peuvent pas faire les enquêtes, eh bien on a des tueurs qui passent au travers des mailles du filet. C'est naturel et c'est normal. En 2018, un groupe de chasseurs découvre un crâne à Rouvray, tout près du Serein, dans un petit bois. Thierry Fournet, journaliste et réalisateur. Tout proche de l'endroit en fait où on avait retrouvé les corps des 2 victimes d'Émile Louis. Lorsqu'on découvre ce crâne, évidemment, on peut immédiatement penser que ce crâne appartient à l'une des 5 autres victimes dont on n'a pas découvert les corps. Le crâne est envoyé au FNAEG, une analyse ADN est faite et ça ne matche pas. Le crâne ne correspond pas du tout aux victimes d'Émile Louis. Après, il va se passer un certain temps. Curieusement, il n'y a pas une immédiate réaction de la part des autorités judiciaires d'Auxerre. Mais en décembre 2022, on décide quand même d'essayer de retrouver l'identité de la personne en faisant une analyse au fichier national des empreintes génétiques par parentèle. La demande en est faite. Et bingo, fin avril, on arrive à découvrir l'identité de cette personne parce qu'un de ses enfants se trouve être fiché au FNAEG. Il s'agit de Marie-Jeanne Ambroisine Coussin. En fait, elle aurait disparu entre 1975 et 1980. Mais ce sont des dates approximatives. Le fichier national des empreintes génétiques ne peut pas donner beaucoup de précision sur la date du décès. Au départ, on a très peu d'éléments sur Marie-Jeanne Ambroisine Coussin. On sait qu'elle est née en 1935 à Avallon, dans un petit hameau dépendant d'Avallon en fait, à la Grange de Vèvres. On sait qu'elle est née de père inconnu. En 1957, Marie-Jeanne épouse à Rozoy, pas loin de Sens, un certain Jacques Pons. Ce couple va habiter pendant quelques années à Rozoy, dans le département de Lyon. Ensuite, ils vont déménager à différents endroits. Et entre 1957 et 1969, ils vont avoir 10 enfants. Au début des années 70, la famille éclate. Et une grande partie des enfants vont être confiés par la DAS, soit à des familles d'accueil, soit à des centres. 5 ans après la découverte du crâne de Rouvray, et face à la lenteur de la justice, Thierry Fournet décide de mener l'enquête. Alors moi, cette histoire m'intéresse parce que j'ai envie de faire revivre cette femme qui a été oubliée par tout le monde. Et le seul moyen de la faire revivre, c'est de retrouver ses enfants. Oui. Allô, monsieur Jacques Pons ? Oui, c'est moi-même. Bonjour monsieur, voilà, je m'appelle Thierry Fournet et en fait, j'essayais de vous contacter concernant la disparition de votre mère et je voulais savoir si vous aviez des renseignements là-dessus. Je parviens à retrouver 2, un fils, Jacques, et une fille, mais dont je ne vais pas donner le nom puisqu'elle me demande de rester anonyme.
Alors, ces enfants, j'ai essayé d'établir une relation parce que c'est difficile de leur apprendre comme ça les conditions dans lesquelles leur mère est décédée. Je sais que je vais créer un choc, donc je prends un petit peu de temps. Ça demande plusieurs coups de téléphone, des rendez-vous, et finalement, les deux enfants acceptent de répondre à nos demandes d'interview. Je m'appelle Jacques Ponce, je suis le fils de Marie-Jeanne Ambrazine Coussin. Je suis né d'une famille où on est au total 10 frères et sœurs, 2 frères et 7 sœurs, où c'est qu'il y avait beaucoup d'alcool, pas de drogue puisque ça n'existait pas beaucoup, mais où c'est qu'il y avait des violences conjugales énormément et des salaires misères. Les dernières images que je me souviens, on revenait avec mes frères et sœurs de je sais pas d'où. Moi j'étais sur un canapé vert qu'on nous avait donné. Et quand on est arrivé à la maison, mon père et ma mère se battaient à coups de vaisselle. Et je sais que les gendarmes et la DAS sont venus nous chercher. Et la petite aiguille était sur le 1 et la grande sur le 12. Aujourd'hui, je sais que c'est 13h, mais à cette époque-là, je ne savais pas l'heure. Et c'est les dernières images vraiment de ma famille que j'ai vues, où c'est qu'on était tous en pleurs. Après, nous avons tous été séparés au niveau d'As. On a été placés dans différentes familles de Lyon. Est-ce que c'est de perdre ma mère qui m'a fait le plus mal, ou de perdre mes frères et sœurs? Mais je pense que c'est surtout ma mère. C'est pas... L'instinct maternel, on le ressent profondément et des années. Aujourd'hui, je sais qu'il y a un manque. C'est pas mes frères et sœurs, c'est pas mon père. Je sais que c'est ma mère. Moi, j'ai vécu avec mes parents jusqu'à l'âge de 6 ans. Et ma mère faisait ce qu'elle pouvait parce qu'avec 10 enfants à la maison, elle était toute seule la plupart du temps puisque mon père était bûcheron. Donc elle était partie toute la journée. Donc elle restait avec les 10 toute seule. Fille de Marie-Jeanne Ambrazine Coussin. Je pense qu'elle était vite débordée et qu'elle savait pas en fait comment s'y prendre en fait. Parce qu'elle-même elle était la DAS aussi. Je pourrais pas dire qu'elle était douce, parce qu'elle était perdue en fait. Donc, et puis je pense que comme elle n'a pas eu une enfance terrible, donc du coup elle n'a pas pu reproduire quoi que ce soit au niveau tendresse. Mais c'était posé, ces dialogues, c'est le peu de dialogue qu'elle avait, parce que justement elle avait des lacunes de ça aussi. Donc du coup, ça l'a freinée dans pas mal de choses. C'était une châtain clair, je me rappelle plus si c'était mi-long ou long. Mais elle avait pas les cheveux courts, ça c'est sûr. Pas plus haute que moi, pas plus grosse que moi. Elle avait le visage triste. Elle souriait pas beaucoup. C'est pas qu'elle oubliait qu'elle avait des enfants, je sais pas comment expliquer. Mais elle vivait tellement une affaire difficile avec mon père. Elle savait très bien que quand il rentrait, ça allait mal se passer pour elle, quoi. Et puis qu'il fallait surtout pas qu'elle ramène sa fraise, entre guillemets, parce que là, elle recevait des allers-retours phénoménales. Je suis atterri à Cruzy-Châtel, dans une famille qui m'a appris la vie. C'est vrai que, pourquoi je dis ça? Parce que c'est quelqu'un qui a été très dur avec moi. Et du fait que je savais que c'était pas ma mère, j'ai jamais pu l'appeler maman. Mais tous les soirs, c'est vrai que je priais Dieu s'il existe. Et c'est là que je sais qu'il n'existe pas comme le Père Noël, je suis désolé. Mais pour qu'il me rende ma mère. Et puis au fur et à mesure des années, je sais pas en quelle année, mais je sais qu'il arrive à un moment donné, je pense que j'ai perdu ma foi quand j'ai ressenti quelque chose au fond de moi qui m'a dit « N'appelle plus Dieu, ta mère est morte ». Pourquoi, je sais rien. Je vais vous dire honnêtement, je sais pas pourquoi. L'année, je pourrais pas vous le dire non plus, j'étais trop petit, je devais avoir 6-7 ans.
je suis arrivé dans ce foyer à Tonnerre, j'étais complètement perdu, quoi. Parce que personne ne m'a jamais rien expliqué, du tout. Moi, j'ai juste l'image où on m'arrache à ma mère, hein, c'est tout. Hein. Elle pleurait, elle hurlait. Donc c'est pour ça qu'elle a fait une grosse dépression par la suite, hein, de toute façon. Elle n'a pas supporté la séparation de tous ses enfants. Ma mère a fait ce qu'elle a pu. On y enlève ses enfants. Elle se retrouve malade. On l'enferme. Moi, honnêtement, on m'enlèverait mes enfants. Je pense que je pèterais un câble aussi. Ça, c'est sûr. Il y a de quoi devenir fou. Alors ces enfants nous apprennent qu'elle était en grave dépression et qu'elle aurait été hospitalisée probablement pendant un moment à l'hôpital psychiatrique d'Auxerre. Ce qu'on sait, par d'autres informations, c'est qu'elle a séjourné pendant un moment au séjour de post-cure de Monéto. En tous les cas, au moins quelques mois, voire même quelques années. La dernière fois que je l'ai vue, c'était en 72. J'avais 8 ans. Elle avait changé physiquement. Elle avait énormément grossi. Je la reconnaissais pas. Elle était boursouflée. On voyait qu'elle cherchait ses mots pour parler. Ou alors, comme il y avait quelqu'un qui l'accompagnait, elle regardait la personne, voir ce que je disais, parce qu'elle comprenait pas, en fait, ce que je lui disais, en fait. Alors que moi, l'année d'avant, elle m'avait dit « T'inquiète pas, je viendrai vous chercher, coûte que coûte ». Et après, je ne l'ai plus jamais revue. Mais je sais qu'elle était en traitement pour dépression et tout ça. Donc je pense que c'était dû à son traitement qui était lourd. Elle a dû venir 3 voire 4 fois, mais elle ne devait jamais venir toute seule. Elle devait toujours être accompagnée d'une éducatrice de DAS. Donc, mais à chaque fois qu'elle venait, à chaque fois j'avais un cadeau. Et je sais que j'étais heureux. Et par contre, ma mère nourricière était derrière le carreau en permanence pour surveiller. Et elle n'avait pas le droit à plus de 2 heures, je crois, quelque chose comme ça. Elle est venue tant qu'elle a pu. Combien de temps? Jusqu'à temps qu'elle disparaisse. Je me dis que si elle est morte comme ça, c'est monstrueux, quoi. Elle qui n'a jamais rien fait de mal dans sa vie, quoi. Au contraire, elle a toujours subi. Et même sa mort, elle ne l'a même pas méritée, quoi. Et puis toute seule. Parce que là, il n'y avait plus ses enfants, il n'y a plus rien. Hein. C'est vrai que quand vous m'avez appelé, ça m'a soulagé, je vais vous dire, soulagé et j'ai été content en même temps de savoir que ce que j'avais ressenti, c'était réel. Pour moi, ma mère, ça fait plus de 45 ans qu'elle est morte. Donc aujourd'hui, j'ai eu la confirmation. Et donc, j'ai pu annoncer ça à ma fille avec fermeté. Lui dire, tu arrêtes tes recherches de ta grand-mère, tu ne l'auras plus. C'est sûr. Elle n'est pas dans un cimetière pour l'instant. On la trouvera, j'espère qu'elle ira dans un cimetière. Que je puisse au moins aller une fois me recueillir. Ça sera tout. C'est tout ce que je demande. Ça sera pour y faire au moins un adieu. Quelque part, au plus profond de moi, je sais que ça m'aiderait quand même aussi à tourner une page. C'est celle-là, je n'ai jamais fermé cette page, en fait. Même au plus inconscient de ma tête, c'est toujours là. En 2 ans, entre 1970 et 1972, Marie-Jeanne va aller régulièrement visiter ses enfants. Et puis, après 1972, il ne la revoit plus du tout. Ensuite, la seule information qu'on possède, c'est qu'elle divorce de Jacques Pons en 1975. Et puis, plus aucune nouvelle. À partir de là, c'est le mystère. On perd complètement sa trace. Qu'a-t-il pu arriver après 75 à Marie-Jeanne Ambroisine-Coussin? C'est difficile à dire à coup sûr. Mais en tous les cas, tant l'endroit, le lieu où on a trouvé le corps, que la période temporelle, la fin des années 70,
tant aussi que la fragilité de la victime. On sait que c'est une femme en difficulté. On peut facilement imaginer quand même qu'elle est une victime supplémentaire d'Émile Louis. Nous avons voulu faire confirmer l'identification du crâne de Rouvray par le procureur de la République d'Auxerre. Secrétariat de Monsieur le procureur, bonjour. Oui, bonjour madame. Voilà, je m'appelle Thierry Fournet, je suis journaliste, je travaille pour France Télévisions et j'aurais voulu savoir s'il était possible de parler à monsieur le procureur pour savoir s'il y avait eu des résultats des identifications concernant plusieurs des ossements qui avaient été retrouvés dans la région, en particulier le crâne de Rouvray, si on avait des réponses, s'il y avait des résultats là-dessus. Est-ce que vous pouvez lui adresser un mail ? Le procureur n'a jamais répondu à nos sollicitations. En octobre 2023, il n'avait toujours pas prévenu les enfants de Marie-Jeanne Ambroisine Coussin. Nous, les enfants, on n'était même pas au courant de ça. Elle a le droit d'avoir une sépulture décente. C'est pas parce qu'on n'a pas un nom de quelqu'un de connu qu'on n'a pas le droit d'être enterré. Dignement. C'est pas parce qu'on est quelqu'un qui est plus ou moins de la DAS ou qui n'a pas eu de famille, on n'a pas le droit d'avoir une sépulture. Parce que moi je dis à ces gens-là, bon, qui ont retrouvé, c'est bien. Mais est-ce qu'ils aimeraient que leur grand-mère soit comme ça, mis de côté dans un seau ou dans un bac, sans qu'ils puissent se recueillir dessus? Je ne pense pas. De toute façon, ce qui est très difficile, et ça sera toujours très difficile, c'est plus voir ma mère. Moi, m'a toujours manqué ma mère. Mais au moins qu'on l'enterre dignement. Pas comme une inconnue ou je sais pas quoi. Elle a rien fait de mal. Hein. C'est juste une victime, elle aussi. Mais Marie-Jeanne Ambroisine Coussin n'est pas la seule femme assassinée dans l'Yonne dont on a longtemps ignoré l'identité. Alors on est en 2018 et là, je fais un reportage sur Pierre Menoir, le défenseur des disparus de l'Yonne. Thierry Fournet, journaliste et réalisateur. Et à cette occasion, il reçoit un coup de téléphone. Et ce coup de téléphone, c'est celui d'un maire de la région qui lui apprend que depuis des années, il y a là, dans leur cimetière, un corps enterré dont on ne connaît pas du tout l'identité. Pierre décide de s'y rendre, on le suit immédiatement et on va aller à la rencontre de ce maire qui a l'air complètement bouleversé par cette histoire qui date pourtant de plusieurs années, qu'on n'ait jamais essayé de savoir qui était cette victime. Le 25 mars 1984, à 17h, est découverte au lieu-dit Les Étangs de Saint-Ange, dans la commune de Bussy-en-Othe, une femme inconnue décédée depuis plusieurs semaines. Je venais vous voir, monsieur. J'ai appris qu'il y avait une jeune femme qui avait été enterrée sous X ici. Pierre Menoir, président de l'association de défense des handicapés de l'Yonne. Donc je voulais savoir où était sa tombe, et puis je voulais surtout savoir un petit peu d'informations, où elle a été retrouvée, comment, dans quelles conditions. Et je sais que vous êtes la mémoire, vous, de... Hein? C'est ce qu'on m'a dit, alors. Donc je suis venu vous voir, et puis voilà. Quoi. Oui, le garde forestier qui a trouvé, il a rien fait, il est venu me voir. Bon, alors vous voulez qu'on aille voir le cimetière? Oui, si ça vous ennuie. Voulez-vous ouvrir la porte? Il nous amène au cimetière et il nous montre la tombe de cette personne. Alors, il a voulu faire pour le mieux. Il a pris une vieille pierre qu'il a trouvée non loin du cimetière et il y a gravé, avec son employé communal qui s'occupe du cimetière, un petit texte. Et moi, ça me fait toujours quelque chose quand je repense à ça. En 2023, une analyse ADN permet d'identifier la victime comme étant Smilia Stojanovic. Cette jeune femme-là, on sait simplement qui elle est. Mais comment elle a disparu et pourquoi, on ne sait pas du tout. Ça reste un mystère. Et a priori, pour l'instant, aucune enquête sérieuse n'est faite au sujet de sa disparition. En 1997, à 15 km de là, on découvre le corps d'une autre jeune femme assassinée. Il se trouve que le maire de Mont-Saint-Sulpice est un ami personnel de Pierre Menoir. On se rend donc chez ce maire qui nous permet de rencontrer l'un des chasseurs qui avait découvert le corps et qui nous emmène à l'endroit même de cette découverte.
c'était pas très loin parce que je vous dis où il y a l'herbe, elle était posée là. Bon, c'était plus... Il y avait des herbes, c'était simplement des herbes, c'était pas un tas très épais comme ça. Mais voilà, puis moi je passais en tracteur ici. Et ensuite, juste en passant, je ne sais pas pourquoi, mes yeux se sont posés là. J'ai vu, alors je ne me rappelle plus, je ne peux plus vous dire, il me semble que c'était un pied. C'est tout, ça m'a choqué. Alors bon, je me suis arrêté, j'ai regardé, bon, puis comme j'avais rien du tout avec moi, je suis remonté chez nous à la maison, j'ai cherché une fourche, j'ai tiré un peu l'herbe, et puis là j'ai vu le corps qui était nu en fait. D'après les premières constatations, il disait qu'il y avait probablement une quinzaine de jours qu'elle était là. Et moins de 20 ans, plus de 20 ans Oh, comme ça, je pense. Non, la vingtaine d'années, mais guère de plus. À la sortie de Mont-Saint-Sulpice, on trouve un corps, plus exactement ce qu'il en reste, parce que c'est quand même en état de décomposition avancée, qui est caché sous des branchages. Jean-Pierre Lausier, médecin légiste. C'est une jeune femme, je crois que c'est 25 ans grosso modo dans ces eaux-là. On ne peut plus parler de traces de violence puisque l'état du corps, la décomposition est telle qu'on ne sait pas de quoi elle est morte, ça c'est clair. Donc voilà, corps, pas de suspect, pas d'identité de l'individu. Les dents n'ont mené à rien, l'ADN n'a mené à rien. On ne sait pas qui c'est. Donc c'est un corps qui a été amené là. Là encore, jeté dans un fossé, recouvert pour le cacher. Et donc, probablement, c'est une affaire criminelle, très, très, très probablement. En 1998, là encore, on découvre un corps non identifié dans un petit bois à côté de Joux-la-Ville. Je suis allé sur place voir un petit peu à quoi cet endroit ressemblait. C'est un petit bois qui se trouve sur le bord d'une des grandes routes, mais un petit peu caché. Alors Joux-la-Ville, découverte tout à fait accidentelle d'un squelette. Les causes de la mort sont claires, puisqu'il y a un orifice d'entrée d'une balle au niveau du crâne. Donc les causes de la mort sont indiscutables. Arme de petit calibre. 22, long rifle, on dirait, grosso modo. Le corps est recouvert par des pierres. Donc c'est une affaire, au moins de dissimulation de cadavre, et beaucoup plus probablement une affaire criminelle. Jeune femme, là aussi, il ne restait pas grand-chose, mais il restait des cheveux noirs, très longs. Je crois que c'était à peu près tout, elle était vraiment au squelette. Donc elle est là depuis beaucoup plus longtemps. L'histoire de Joux-la-Ville demeure un mystère total. On n'a aucune information sur la personnalité de la victime. Qui est-elle? On ne sait pas. Donc, évidemment, encore moins sur la personnalité du meurtrier. Et le plus étonnant dans cette affaire, c'est que, d'après plusieurs sources concordantes, le squelette qui avait été envoyé au parquet d'Auxerre aurait disparu. En 2003, l'arrestation de Michel Fourniret et Monique Olivier relance de nombreuses enquêtes endormies. Les enquêteurs remontent la piste des Fourniret jusqu'à leur installation dans l'Yonne à la fin des années 80. Alors, il faut savoir que nous, quand on a travaillé sur les disparus de l'Yonne, on cherchait les corps des disparus de l'Yonne. Donc chaque fois qu'un corps apparaissait quelque part dans la presse, on suivait la presse locale, la presse de la région. Corinne Herman, avocate spécialiste des cold cases. On s'intéressait à ce corps pour savoir si c'était pas une des disparues de l'Yonne. Donc on a recensé un certain nombre de ces corps. Monique Olivier a raconté dans un interrogatoire qu'en 97, Michel Fourniret a ramené une victime à domicile, qu'il a au moins tué une jeune fille en 97. Et nous, on s'est souvenu qu'en 97, on avait un corps dans l'Yonne qui était non élucidé, qui était le corps qui a été retrouvé à Mont-Saint-Sulpice. On a voulu absolument que cette jeune femme soit exhumée pour qu'on ait son ADN et vérifier si ça pouvait pas être le corps d'une victime connue de Michel Fourniret ou si c'était une victime qu'on cherche dans d'autres dossiers. Parmi les oubliés des oubliés, on a ces 3 cadavres de jeunes femmes qui ont été retrouvés à l'époque à Bussy-sur-Othe, Joux-la-Ville et Mont-Saint-Sulpice. Didier Seban, avocat à la Cour. Ces 3 jeunes femmes dont on ne connaît pas l'identité, eh bien, au fond, c'est les oubliés des oubliés, puisque comment peut-on enquêter sur un crime si on ne sait même pas qui est mort?
et ça montre l'attention qui a pu être portée dans Lyon à l'époque à ces affaires. On pouvait mourir sans qu'il y ait vraiment d'enquête, sans qu'il y ait vraiment de recherche. Il y a beaucoup de jeunes femmes enterrées sous X, de corps non identifiés, donc enterrés sous X, de jeunes femmes qui ont été tuées dans la région à cette période et pour lesquelles, aujourd'hui ça ressort, ces affaires ne sont toujours pas résolues. Parce qu'on avait des parquetiers qui ne faisaient pas leur travail pour moi, et puis on avait des juges d'instruction trop peu nombreux et qui étaient pas professionnels et qui n'ont pas vraiment fait le boulot et qui peut-être se sont contentés de régler 1 ou 2 dossiers, comme celui de Dunant, comme ils ont pu, mais qui n'ont pas poursuivi et que ça n'intéressait pas. Aujourd'hui, le tribunal d'Auxerre est encore plus en perdition qu'il ne l'était à l'époque. Ça fait 2 ans qu'on demande des investigations sur les scellés. Ça fait 2 ans que je demande à ce que les ADN soient vérifiés avec les ADN inconnus qu'on a trouvés dans le dossier Fourniret et avec leurs ADN. Et rien ne se passe. Rien ne se passe. C'est toujours l'histoire du monde. Ces filles, c'était des filles de peu, peut-être qui intéressaient pas grand monde. Sauf que ces criminels, ils ont récidivé autre part. Récemment, on a découvert un nouveau crâne à Saint-Julien-du-Sault, pas loin de Sens, un crâne féminin. La justice a décidé de faire une analyse ADN pour essayer de voir si ce corps correspond ou pas à l'une des victimes potentielles de Michel Fourniret. Michel Fourniret a revendiqué plus de 40 meurtres. À ce jour, la plupart de ses victimes sont encore inconnues. L'affaire des disparus de Lyon semble avoir révélé tous ses secrets. Mais en est-on si sûr ? Découvrez prochainement La conspiration du silence, 3e partie. Vous venez d'écouter La conspiration du silence. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La conspiration du silence est un podcast d'Initial Studio, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, coproduite par Amda Productions et France Télévisions, et écrite et réalisée par Vincent Hérissé et Thierry Fournet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.